Démarrer. Bienvenue à toutes et tous pour participer au webinaire OpenCDE, environnement commun de données, partie 3. Nous allons traiter aujourd'hui le sujet du scan 3D pour produire le jumeau numérique de l'existant, et montrer comment assurer la persistance de la donnée suite à l'évolution géométrique du projet. Je profite de ce message de début d'année pour vous présenter mes meilleurs vœux, santé, bonheur et la réalisation de projets qui puissent vous donner entière satisfaction. Nous allons dérouler le projet en 6 temps. Dans un premier temps, les 3 intervenants vont se présenter. Ensuite, Thierry nous présentera l'OpenCDE comme moyen de production du jumeau numérique en données interopérables. J'enchaînerai avec la continuité numérique avec une application qui s'appelle History. Eric présentera un cas d'usage concret sur un local technique existant. Je reprendrai la parole quelques minutes pour vous présenter la manière de produire ce jumeau numérique à plusieurs acteurs. Et on se laissera un quart d'heure, c'est-à-dire à partir de midi moins le quart, de questions-réponses. Donc, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions qui vous intéressent, que vous souhaitez poser, vous les mentionnez dans le chat, l'option conversation de Teams, et on les reprendra. On reprendra toutes les questions en fin de session. Donc, pour ma part, je me représente, Didier Balaguer. Je suis le PDG fondateur de la société d'Advim qui intervient dans le monde numérique pour la construction. On développe des solutions collaboratives. Par ailleurs, j'ai un mandat de président de Sinov Digital qui représente les TPE, PME et indépendants du numérique en France, avec un mandat CPME à France Num, où je co-anime le collège des organisations professionnelles. France Num étant l'organisme rattaché au ministère de l'Économie, des Finances et de la souveraineté numérique industrielle, chargé de la transformation numérique des TPE-PME. Donc, je vous remercie par avance pour votre attention et je passe la parole à Eric pour se présenter. Je n'entends pas, Eric. Des acteurs. Donc, Eric Latouche-Allais, président de la société By the Touch. Je ne sais pas ce qui se passe, Eric. C'est de fournir de bâtiments existants suite à de relevés et mise en par ailleurs, on est aussi membre de la CSNGT, la Chambre syndicale nationale des géomètres topographes, et secrétaire aussi de l'association RCA 3D, qui regroupe une trentaine d'acteurs du monde de la reality capture. Voilà. À toi, Thierry. Merci. Oui. Donc, Thierry Lenbach, je suis administrateur délégué de la structure Alliance du bâtiment. Alliance du bâtiment a pour mission de porter des solutions de manière à rendre le numérique ouvert dans le domaine de la construction pour permettre à tous les acteurs d'accéder au numérique et de créer de l'interopérabilité entre les applications de manière à donner des marges de manœuvre et de l'autonomie à chacun des acteurs, en particulier en direction des petites et moyennes entreprises.
Merci Thierry. Je te laisse poursuivre avec la présentation de l'OpenCDE. OK. Donc, tu peux passer la première slide, s'il te plaît. Ouais, excusez-moi. Donc, OpenCDE, c'est un ensemble développé en grande partie en open source pour permettre la collaboration et la production des données autour des maquettes numériques. Et donc de faciliter l'accès à l'information et la collaboration avec des outils accessibles en ligne, donc sans logiciel propriétaire a priori. Tu peux passer la suivante. Donc on utilise pour ça 3 outils qui ont été développés dans l'ensemble donc de l'environnement commun de données. D'abord, il y a une gestion électronique de documents qui permet d'échanger les informations entre tous les acteurs et d'héberger des maquettes numériques. Donc, c'est une GED open source que l'on a orientée vers le BIM et qui est issue d'une application qui s'appelle Tracim, qui existe depuis une vingtaine d'années, orientée vers la collaboration bureautique au départ, mais aujourd'hui, donc, pour la construction avec notre solution. On utilise ensuite l'application Sico.eu, qui est un open source, donc c'est une visionneuse BIM qui permet donc de voir les maquettes IFC, donc qui est intégrée, qui est accessible à partir de la GED, et donc qui a la particularité, bon, c'est une visionneuse, c'est pas extraordinaire. Ce qui est important avec cette visionneuse-là, c'est qu'elle permet d'intégrer dans les maquettes IFC des données au format ouvert OpenDTHX, qui est un format donc normalisé à l'échelle européenne et en cours de développement, et donc qui permet donc de structurer et d'intégrer des données dans les maquettes IFC pour pouvoir partager l'information. Ensuite, on utilise bien sûr pour intégrer ces données des référentiels qui permettent de structurer les données de manière organisée. Donc avec Sico, on peut donc éditer des propriétés dans les maquettes et ouvrir des formulaires qui permettent de saisir des valeurs correspondant à chacun des objets. Voilà. J'ai fait très rapide, puisque je renvoie aux 2 premiers webinaires qu'on a fait qui développaient plus en détail l'approche OpenCDE. Très bien. Merci Thierry. Donc, je vais enchaîner en présentant un petit peu la continuité numérique avec l'application History. Thierry a présenté Sico, le viewer intégrateur de données OpenDTHX. Sico, qui est une application SaaS open source, dispose d'une fonctionnalité en quelque sorte de place de marché qui donne accès à des applications tierces qui peuvent être développées par quiconque, puisqu'elles peuvent être greffées de manière totalement libre. Et History est justement une de ces applications qui a été développée dans le cadre du plan BIM 2022, BIM Chantier, pour permettre, alors le cas d'usage qui était visé, et qui a été finalement retenu par le plan gouvernemental BIM 2022, consistait à permettre aux entreprises d'un chantier de démonstration, d'un chantier, on va dire, un vrai chantier, la construction du chez Neubou à Saint-Pour-sur-Sioule, permettre aux entreprises qui réalisent le chantier de produire les données utiles au cas d'usage du contrôleur technique. Donc, finalement, History met en jeu un certain nombre d'acteurs, un chef de projet qui va finalement initialiser en fait, il y a une petite inversion. Chef de projet, il gère le projet, c'est-à-dire qu'il initialise History. Le contrôleur, lui, il participe à la création ou la mise à jour du référentiel, l'outil qui justement permet de produire
une donnée de qualité répondant au cas d'usage visé. Le modeler, lui, va assurer la modélisation géométrique du projet, avec une première finalement version de maquette géométrique. Pour l'ensemble des personnes commerciaux et bureaux d'études. Mais là, au moins, ça va aussi. C'est bon, Didier. Avec une première version, on va dire, géométrique du projet. Il va intégrer les données une fois que, admettons qu'on ait une évolution géométrique au cours du cycle, le modeleur géométrique va émettre une deuxième version qui elle-même va pouvoir être à nouveau enrichie par le producteur ou les producteurs de données. Et par contre, la notion de persistance ou de continuité numérique, c'est bien de ne pas devoir ressaisir des informations qui ont déjà été intégrées au modèle. Donc, on va pouvoir vous montrer dans cette démonstration, c'est ce principe de persistance, hein, de modifier son projet selon les besoins et de pouvoir récupérer toute la donnée qui a été préalablement intégrée et pouvoir enrichir le modèle, on va dire, à l'avancement du projet. Une fois que l'entreprise, le producteur de données considère avoir intégré les données qui lui sont demandées pour traiter le cas d'usage, il va formuler une demande auprès du contrôleur pour finalement valider sa production avec finalement deux cas possibles, hein. Soit il se trouve que le contrôleur qui a récupéré cette maquette IFC et qui l'a éventuellement traité, contrôlé avec son outil propre à son cas d'usage de contrôle, identifie des non-conformités et formule cette demande de modification auprès du producteur, hein. Soit cette production, cette maquette est conforme et à ce moment-là, elle va pouvoir être transmise au chef de projet, si je puis dire, qui va la fusionner avec la maquette de référence. Là, on est dans un cycle où on vous montre le process d'un acteur. Sur ce schéma un petit peu plus détaillé, vous pouvez retrouver les acteurs du projet, le chef de projet en première ligne, le modeleur géométrique, le producteur de données et le contrôleur des données. Les phases d'initialisation par le chef de projet qui a besoin finalement pour initialiser History ainsi que la gestion documentaire. Donc, il va devoir déclarer, bien entendu, le contrôleur, le producteur et intégrer la première version de la maquette. Cette maquette, elle est produite par le modeler, elle est déposée sur la GED et elle va pouvoir être reprise par le producteur de données qui va procéder à l'intégration de données en utilisant le référentiel, hein, qui lui permet de produire une donnée de qualité. Cette boucle va se faire, on va dire, autant de fois qu'il y a d'objets ou de groupes d'objets à enrichir, avec éventuellement une évolution géométrique et la poursuite du processus d'enrichissement. Et à partir du moment où on considère qu'on a une étape qui est devenue finalement un livrable, le producteur de données va pouvoir solliciter le contrôleur pour assurer le contrôle de la maquette, avec également cette boucle qui permet de corriger si nécessaire, ou ensuite d'aller fusionner la maquette de l'entreprise producteur de données avec la maquette de référence pour l'intégrer à la GED et la rendre disponible au
au chef de projet et qui la délivrera certainement à son maître d'ouvrage. Eh bien, je vais passer la parole à Eric qui va vous, vous, vous montrer finalement comment se traduisent ces processus dans la vraie vie avec l'usage des outils nécessaires pour accomplir ce processus. Alors, j'arrête le partage, je laisse Eric reprendre. Non, tu peux laisser la présentation pour le slide d'après, ou sinon je la montre. Ouais, je peux la montrer. Il n'y a pas de. Hop, je peux la montrer. J'inverse juste mes deux écrans. Attends, on va partager à ce moment-là, comme ça, je ne vais pas te perturber. Je vais partager. Je te donne la parole, Eric. Vas-y. Vas-y, Eric. Ok, ça marche. Ok, très bien. Oui, donc effectivement, la grande nouveauté sur la fin 2025 et 2026, c'est justement le fait de pouvoir modifier la géométrie d'un projet suite à la vraie vie d'un projet où effectivement la géométrie peut évoluer. Et donc, on va vous montrer comment on peut obtenir du coup cette continuité numérique. Alors, un des objectifs aussi de ce troisième webinaire, c'était aussi de parler du coup du processus Scan to Beam. Donc, du coup, le Scan to Beam, c'est quoi? C'est à partir d'outils de capture de la réalité, type drone, scanner laser statique, scanner laser dynamique. On va du coup capter la réalité d'un bâtiment qu'on va ensuite, dont on va ensuite traiter les données dans un logiciel. Donc ça peut être un logiciel de Leica, de Trimble, de Faro. Et suite à cette première phase, on va du coup pouvoir disposer de deux livrables qui vont servir au modeleur pour créer la maquette 3D de l'existant sur Revit, sur Archicad, sur Allplan, sur Vectorworks. Donc il va se servir de deux livrables, un nuage de points et une visite virtuelle. Donc du coup là je vais reprendre la main au niveau du partage. Oui, j'arrête le partage. Pour vous. Voilà. Donc du coup, est-ce que mon écran est bien partagé? Pas encore, mais ça arrive. C'est bon, Eric. C'est bon? Ok. Donc du coup, je vais vous montrer donc logiciel de traitement de traitement. Si on prend un exemple, par exemple avec Faro, donc dans notre cas d'usage, c'est un local technique. Donc là, c'est pour ceux qui connaissent pas, ça c'est un nuage de points. Donc par exemple, si on zoome, il n'y a pas de texture. C'est juste le n'est pas transparent, mais paraît opaque. Voilà. Donc une fois qu'on a assemblé les différents scans, voilà, on obtient ce genre de livrable où on a 100% de liberté de mouvement, voilà, dans le nuage. Donc le modeleur, il va se servir de ce nuage qu'il va importer du coup dans Revit ou dans Archicad, et il va également servir de la visite virtuelle. Donc c'est par exemple, c'est la visite virtuelle. Donc il va travailler avec deux écrans. Un écran où il va avoir son logiciel de CAO et le nuage de points, et un deuxième écran où il a la visite virtuelle, où il peut du coup consulter les différentes images panoramiques 360 prises par le scan, et éventuellement prendre dans l'image, vous voyez, il clique sur un point et on va voir les coordonnées X, Y, Z. Donc voilà, donc pour définir des altimétries, ça peut être effectivement très utile. Ou prendre des mesures de distance directement sur les photos pour voir, par exemple, s'il y avait suffisamment de place pour installer un nouvel équipement, ou tout simplement l'aider dans sa modée. Voilà, un exemple, vous voyez, hop, là on a mesuré 30 cm.
Donc, on va passer du coup sur un exemple sur Revit, où là, bon, on vous fait grâce à la partie modélisation. Du coup, on voit qu'on récupère le nuage de points dans Revit et du coup du local technique. Alors là, ici, on vous montre que la partie architecturale, hein, dans le cadre de ce webinaire, hein, mais sinon, on pourrait très bien imaginer que les réseaux MEP, un Mechanical Electrical Pumping, soient modélisés. Donc, notamment la partie tuyauterie ici. Donc voilà, la maquette 3D. Voilà. Et si on reprend du coup notre process, donc là on est ici, le logiciel de SAO, on a fait notre maquette 3D Revit, donc du coup on va maintenant l'exporter en IFC. Donc on va prendre un rôle du coup de chef de projet et de modeler, voilà, pour importer du coup la maquette dans notre environnement de travail. On va ensuite passer la main à un artisan qui aurait par exemple posé la porte du local technique et il va ajouter des propriétés OpenDTHX sur la porte. Et ensuite, en fait, l'architecte et le chef de projet se sont rendus compte que le local technique, finalement, en termes de rénovation, il va falloir rajouter une cloison. Donc, on va rajouter une cloison dans le local technique. On va réexporter cette nouvelle maquette géométrique en IFC et on va vérifier au niveau du coup de l'artisan qui a posé la porte que en voyant cette nouvelle maquette géométrique, que les propriétés nouvelles qu'il avait mises sur la porte, que les propriétés du coup sont conservées et on aura bien la vérification de la continuité numérique. Donc on y va pour du coup la démonstration. Donc là, on a donc du coup notre qu'on va exporter en IFC. Donc là, voilà, on va la nommer. Voilà, donc on a exporté. Ensuite, on va aller du coup psycho.eu. On vous rappelle que le GitHub est disponible, hein, sur le site d'Alliance du bâtiment. Nous, on l'a fait. Donc, on a par exemple une visionneuse qui s'appelle beamthetouch.fr. Vous pouvez très bien le faire vous-même. Donc, on va importer. Du coup la maquette. Voilà. Donc, on va se déclarer en tant que chef de projet dans l'application History. Hein. Donc là, en l'occurrence, le chef de projet, c'est lui. Donc on récupère, voilà, la maquette et on va déclarer, du coup, sur cette interface, on va déclarer l'artisan, le contributeur, celui qui va du coup, celui qui a posé la porte, pour qu'il puisse du coup enrichir la fameuse porte. Donc, on va nommer du coup le projet et on va aller chercher Eric.formation. Donc, on n'a pas encore de zone de recherche pour aller chercher le Il y a contributeur. il y a les 3 petits points à droite du champ. Ah, ok, autant pour moi. Autant pour moi. Bon, du coup, comme je ne l'ai pas testé, je vais le faire de façon traditionnelle en arrivant du coup sur, voilà, vous voyez, Eric.formation et on va tester du coup la fonctionnalité. Par exemple, si À droite, le champ, la valeur. on Le champ tient, droit. oh, Champ oui, droit.
extrême droite. Ouais, j'ai compris. Voilà. Par ailleurs, avec Tristan, je vous rappelle qu'on a une chaîne Twitch où on teste du coup beaucoup de choses en direct pour voir du coup. Euh, voilà. Bon, pour pas vous faire perdre de temps, euh, hop, on va retourner, hop, parce que ça vous fait beaucoup d'écrans à découvrir. Et là, c'est pas le but de montrer que une nouvelle fonctionnalité marche ou pas. Euh, Voilà. Ensuite, du coup, maintenant, en tant que contributeur, en tant qu'artisan, on va du coup aller chercher la fameuse maquette produite par le modeleur ou l'architecte. Donc, on va se connecter en tant qu'artisan. Alors, bienvenue dans la vraie vie. Il se trouve que là, la propriété de la porte avait déjà été enrichie. Donc, puisque vous voyez on voit qu'il y a des données au format OpenDTHX. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enrichir un autre élément. Donc, on va par exemple enrichir un mur. Donc, vous voyez, si on regarde les propriétés du mur, ça, c'est des propriétés qui sont du coup exportées depuis Revit. Voilà, où on avait finalement en fait très peu de données renseignées dans Revit. Et donc, on va accéder à l'interface d'enrichissement. Donc, du coup, mur béton. On va accéder du coup au référentiel mur béton. On va Et oublie pas, choisir, on va choisir notre mur béton t'as pas et pris on va. POBIM, Eric, je suis désolé, mais t'as pas pris le bon référentiel. Ça va J'ai pas pas pris marcher. POBIM? Non. Ah, je pensais. Je pensais avoir pris POBIM. Si, j'ai pris POBIM. Ah bon, ton pardon. J'ai pas vu POBIM. Ton pardon. Excuse-moi. Pas grave. Donc on va choisir, hop, voilà, par exemple, on va choisir diamètre d'une armature en acier, 5 mm. On coche la propriété et on va l'ajouter. Ah, on n'en fait qu'une, hein, mais ça marche du coup. Donc on l'ajoute bien au modèle SST 319 là. Et ici, si on reclique du coup sur la propriété du mur, vous voyez que on a rajouté du coup la propriété diamètre d'une armature en acier 5 mm. Voilà. Le grand champ qu'on voit en dessous, c'est ce qu'on appelle l'identifiant d'intégrité. C'est-à-dire que chaque objet, en fait, est identifié et on peut assurer ainsi l'intégrité des objets produits par la plateforme. Voilà. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire, on refera un webinaire sur la question. Voilà. Donc là, on a enrichi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va retourner du coup sur Revit. Ici, on va rajouter par exemple juste
Voilà. Et puis éventuellement une porte pour rentrer dans le local, dans ce local. Voilà, on vérifie en 3D. Voilà, le rajout. Et on va exporter. On va l'appeler modifier. On retourne du coup ici dans notre rôle de chef de projet de modeleur. D'accord? Et on va du coup dans cette micro base de données, hein, sachant que Thierry et Didier vous avez montré qu'on pouvait utiliser une GED complète, mais là par souci de facilité, on se contente d'utiliser juste deux rôles, le chef de projet modeleur et l'artisan. Et donc on va aller mettre à jour la maquette géométrique ici, en allant chercher du coup l'IFC qui s'appelle l'IFC modifié qu'on vient de faire. Hop. Donc vous voyez, maquette mise à jour avec succès. Ah. C'est-à-dire qu'on vérifie quand même l'identifiant du projet. Si jamais on était amené à mettre à jour avec une maquette qui n'a rien à voir avec celle-ci, on aurait un blocage. Voilà. Et puis là, bah maintenant, on peut. Donc le chef de projet et l'architecte ont mis à jour la maquette. On va se reconnecter à nouveau en tant qu'artisan. On télécharge au préalable la maquette partagée via une GED, la maquette modifiée. Vous voyez, donc là, la maquette modifiée, si on vérifie les propriétés du mur, ici, vous voyez qu'il n'y a pas la propriété OpenDTHX qu'on avait rajoutée préalablement. Donc, on va maintenant se connecter en tant que contributeur, le fameux artisan qui a installé la porte. On est en train de récupérer, du coup, toutes les informations. Et là, si on vérifie, enfin, les informations qu'on avait au préalable enregistrées dans la maquette, hein, chaque objet a un identifiant unique. Hein. Et donc là, si on vérifie maintenant les propriétés, hop, vous voyez bien que l'armature en acier qu'on avait renseignée préalablement est bien conservée sur ce mur-là, alors que la maquette géométrique a été mise à jour avec la cloison et la porte supplémentaire. Voilà. Donc ça, c'est une sacrée. Donc du coup, c'est une sacrée avancée parce que là maintenant, effectivement, on a plus de limite à faire évoluer la géométrie d'un projet avec les différents contributeurs de la maquette qui ont pu du coup aussi enrichir les propriétés de leur corps de métier au fur et à mesure de la vie du projet pour arriver à la fin à un DO numérique en bonne et due forme. Voilà. Merci Eric. DO numérique que l'on peut aussi intituler jumeau numérique. Donc je vais prendre le relais. Et sachant qu'hier, en Twitch avec Tristan, on a aussi fait le test de la cloison. Finalement, on se rend compte qu'elle n'est pas au bon endroit. Hop, on la redécale et en fait tout est bien conservé. Voilà. Bien. Donc là, on vous a montré finalement ce processus de persistance de la donnée ou de continuité numérique de la donnée avec un jeu d'acteurs simplifié, hein, un chef de projet et puis un producteur de données. Il faudrait, pour
assurer le processus complet, qu'on ait également le contrôleur qui, à un moment, va valider cette donnée conformément au cas d'usage visé. Et puis, ce qu'il faudrait surtout, c'est avoir la possibilité de faire, de produire collectivement ce jumeau numérique. C'est là la véritable valeur, on va dire, de la solution. Donc, on vous a montré un cas d'usage simple. Eh bien, ce cas d'usage, il faut savoir que vous pouvez le paralléliser avec autant d'acteurs qui interviendront sur la production de ce jumeau numérique. Hein, puisque dans la vraie vie, on construit un bâtiment pas forcément qu'avec une entreprise, mais peut-être une quinzaine, une vingtaine d'entreprises. Donc, ce processus peut être réalisé par chacune des entreprises et de manière asynchrone. Hein, on n'est pas obligé de dire ben, c'est d'abord l'entreprise 1, ensuite l'entreprise 2, ensuite l'entreprise 3. Non, les contributeurs vont pouvoir contribuer quand finalement ils jugent que c'est utile hein, par rapport à l'avancement du projet, par rapport au cas d'usage visé. Donc ça donne beaucoup de souplesse dans la production de ce jumeau et ça assure en quelque sorte l'intégrité de la donnée, la qualité de la donnée pour produire un jumeau qui répondra au cas d'usage visé, sachant que le périmètre fonctionnel du jumeau sera préalablement défini lors de l'initialisation du référentiel. Le référentiel, selon la méthode COPO, cas d'usage, objet d'usage, propriété, objet modélisé, permet de faire le lien, en fait, entre le monde réel et le monde numérique. Voilà pour la parallélisation de ces processus pour produire un jumeau numérique à plusieurs entreprises. Et vous avez on va dire, la transposition du premier processus BPMN que je vous avais montré un petit peu en introduction avant la démonstration, la brillante démonstration d'Éric, qui, par rapport à ce premier schéma, diffère finalement assez peu. On a simplement une boucle à ce niveau-là qui permet finalement le processus d'enrichissement non plus par une entreprise mais par P entreprise. Hein, donc on a une boucle pour K égale 1 à P qui permet d'aller récupérer une maquette également qui peut être produite dans N versions, donc pour I égale 1 à N, avec un enrichissement et une phase de contrôle qui elle-même peut être réalisée en différentes étapes jusqu'à conformité du livrable par le producteur K. Une fois que ce livrable est conforme, eh bien, le chef de projet va pouvoir assurer la fusion avec la maquette de référence, et ceci autant d'entreprises qui interviennent sur le projet. Le chef de projet a quand même un rôle, hein, c'est pas simplement appuyer sur un bouton pour fusionner, parce qu'on peut imaginer qu'un même objet, une même propriété d'un même objet ait été renseignée par deux entreprises avec des valeurs différentes. Et ça, le système permet de le déceler et proposera au chef de projet d'arbitrer en disant j'ai identifié finalement une propriété d'un objet qui a deux valeurs différentes. À ce moment-là, ce n'est pas la machine qui peut faire le boulot, c'est bien le chef de projet qui doit faire le choix, qui doit arbitrer sur la bonne valeur. Et si ça remet en question finalement la conception du projet, ben on peut réinitialiser une nouvelle version du projet avec un processus d'enrichissement et de contrôle. Mais ça, on arrive vraiment dans un cas extrême. J'aurais tendance à dire quand le contrôleur valide tous les lots unitairement, il y a peu de chances
qu'on arrive à ce cas finalement d'incohérence, mais il a été prévu de telle manière à produire un jumeau numérique qui soit conforme à l'objectif fixé, c'est-à-dire qu'il permette de produire le cas d'usage visé, ce cas d'usage ayant permis finalement de produire une bibliothèque de modèles d'objets qui permettent d'intégrer la donnée utile à la réalisation de ce cas d'usage. Donc voilà un petit peu la fin de la présentation. On en arrive finalement au jeu des questions-réponses avec finalement une bonne gestion du temps puisqu'on a 4 minutes d'avance. Donc ça nous laisse 4 minutes supplémentaires pour répondre à vos questions. Et là, on sera finalement 3 à vous répondre en fonction du type de questions. Ouais, je vais les lire si tu veux, Didier. Donc, première question. Comment chiffrer cette prestation de scan to BIM pour avoir un ordre d'idée? Donc, je pense que cette question t'est adressée, Eric. Donc, je t'invite à y répondre. Doit être de façon très, très macro sur des tout. Est-ce que j'ai bien mon micro d'activer? Oui. On va dire que les prix marché. On entend mal, ça coupe. Je sais pas ce qui se passe. On t'en discontinue, ouais. Ah. Peut-être. Bon, écoutez, on va. Sinon, je l'écrirai dans le chat. On va dire que pour les petits projets jusqu'à 500 mètres carrés, on va dire, vous pouvez partir sur, allez, on va dire 10 pour du patrimoine aussi, hein, 10 à 15 euros le mètre carré pour faire la capture de la réalité et la maquette et la fourniture de la maquette 3D et l'IAS de plans associés. Et quand vous êtes sur des donc volet architectural, hein, et si vous êtes sur des gros projets, hein, à partir de 5000 mètres carrés, là, vous allez plutôt être entre 3 et 5 euros le mètre carré. Voilà. Après, vous pouvez rajouter aussi les lots techniques MEP. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Voilà. Et la production de la donnée utile au cas d'usage, c'est-à-dire la donnée numérique, alphanumérique, hein, pour qualifier les objets, si on est dans le cadre d'un projet de rénovation ou de construction, ça peut tout à fait faire partie de la mission des entreprises qui interviennent sur le projet en tant que producteurs de données. Et finalement, c'est une mission qu'ils doivent généralement lorsqu'ils sont amenés à produire le dossier des ouvrages exécutés. Donc, on va dire que la mission que réalise Eric, hein, qui consiste à décrire la géométrie du projet, de l'existant, plus la modélisation géométrique, plus ensuite le remplissage, si je puis dire, qui peut être assuré par les acteurs du projet. Ça a double intérêt, c'est-à-dire que c'est déjà une charge qui, en principe, pèse sur le budget du projet. Et puis, par ailleurs, il y a une notion de responsabilité. Chaque producteur de données va produire la donnée dont il a la responsabilité. Et comme je l'ai un petit peu fait remarquer à un moment dans la présentation, chaque objet a un identifiant unique et on a une application, hein, qui s'appelle Integrity, qui permet de vérifier dans une maquette si l'objet est renseigné conformément à la production de la donnée qui a été faite par le référentiel. C'est-à-dire que si on a modifié cette donnée à l'aide d'une autre application et à l'insu du producteur de données, ce producteur de données pourra toujours justifier de la donnée qu'il a intégrée dans le modèle. Hein. C'est ce qu'on appelle un petit peu la sécurité juridique. Hein. C'est-à-dire que en utilisant ce process et cette manière d'intégrer la donnée dans le modèle, on permet à chacun de tenir ses engagements et surtout de dégager sa responsabilité si la donnée qui est dans le modèle final
n'est pas celle qui l'a produite. Voilà. Et en complément, on peut aussi rappeler du coup que ce que Thierry avait dit en début de webinaire, c'était que la visionneuse SICO pour visionner une maquette IFC, elle était disponible en GitHub. Donc, si vous connaissez un informaticien qui peut vous l'installer en une journée, il aura fait le boulot, hein, pour pouvoir donner un ordre de grandeur. La jet de LibreBeam, pareil, il y a les GitHub disponibles. Ensuite, DatBeam a développé aussi un certain nombre de plugins où vous pouvez aussi vous rapprocher de Didier. Voilà. On délivre un certain nombre de formations pour vous faciliter la tâche, en quelque sorte, vous faire gagner du temps. Il y a encore une question. Oui, donc du C'est coup, certifié Calliope et permet de bénéficier des financements OPCO. ouais. Donc deuxième question, bonjour. Si chacun peut contribuer à l'enrichissement de la donnée, ne court-on pas le risque que n'importe qui puisse parasiter la maquette en y insérant n'importe quoi? Ou existe-t-il un processus qui permet de tracer qui a fait quoi, notion de responsabilité engagée par les contributeurs? Alors, peut-être que la question avait été posée avant que tu expliques le Oui. sujet, Didier. Donc effectivement, le fait déjà que chaque producteur de données intervient sur son modèle IFC, hein, dans la GED, on va structurer la présentation, chaque producteur aura son espace avec ses droits d'accès et accédera à sa maquette. Et lorsqu'il l'ouvrira dans SICO et qu'il se connectera à History, ce sera ses données, hein, jusqu'à ce qu'elles soient validées par le contrôleur et ensuite fusionnées pour rejoindre en quelque sorte la maquette de référence. Mais tout ce process est tracé, chaque objet est identifié avec un identifiant unique et il existe une application qui, comme je l'ai déjà expliqué, hein, qui permet de vérifier l'intégrité des objets produits et intégrés à la maquette. Donc, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut savoir qu'il utilise un référentiel qui le guide dans la donnée à produire, hein, puisque quand on saisit dans un formulaire, il y a aussi des possibilités soit de faire des listes de choix, soit de faire des intervalles de valeurs, soit de mettre des tests, hein, sur la production de la donnée. Donc, ça peut être relativement bien intégré. Il y a un processus de contrôle qui est également, on va dire, intégré au processus global. Donc, tout est pensé en fait pour produire collectivement un jumeau numérique qui contient de l'information de qualité. Donc, c'est pas l'anarchie, même si chacun peut travailler quand il le souhaite, de manière asynchrone, en fonction, bien entendu, des exigences du projet, du planning. Il n'empêche que tout le processus est bien encadré pour produire, en fait, collectivement, une donnée de qualité et sans imposer, on va dire, un outil qui soit le même pour tous. Alors certes, il y a le navigateur Internet, mais on peut dire que tout le monde, il y a une condition, c'est qu'il faut pouvoir accéder à Internet. Et quand on accède à Internet, on a un navigateur Internet. Donc, n'importe quelle entreprise du secteur de la construction aujourd'hui est en mesure, on va dire, d'apporter sa contribution de qualité au processus de production du jumeau numérique. Est-ce que j'ai répondu à la question? Il me semble que oui. Autre question, avant de passer à la phase exécution, donc du coup contribution des entreprises, il y a toutes les étapes de l'étude ingénierie qui vont décrire dans les cahiers des charges, dans les CCTP, les articles de prestations définis en tenant compte des différents rapports BE, hein, je suppose bureau d'études, validés par le BC, bureau de contrôle. Ce document est souvent par les économistes de la construction, validé par le chef de projet. Oui.
Oui, donc là, on a illustré finalement le processus avec la production, en quelque sorte, du jumeau numérique par les entreprises. Mais on peut très bien imaginer ce processus en phase définition, en phase étude, avec un référentiel eh bien, qui définit l'information utile à la phase de définition. On parlera de modèles d'objets génériques ou modèles de description d'objets qui permettent de formaliser les exigences. On manipulera plutôt des exigences alors qu'en phase exécution, on va parler de performance. Hein. On va décrire des objets avec les performances qu'ils ont réellement. En phase définition, finalement, la description est la même, si ce n'est que les valeurs n'ont pas le même sens. Hein. On parle d'objectifs, on parle d'exigences. En phase d'exécution, on parle de performance, on parle de résultats. Pour obtenir d'ailleurs de la garantie de résultat. Voilà ce que je peux dire. Peut-être Thierry, tu as un complément non, à apporter là sur. Non, non, on a bien fait le tour. Là. Okay. Autre question, mais Vanessa a répondu, est-ce que l'enregistrement du webinaire sera disponible? Donc la réponse est donc oui, elle sera envoyée par mail. Et enfin, une autre question, il serait intéressant d'avoir la liste de références aux outils disponibles dans GitHub ou autres. Ça, éventuellement, on pourra peut-être le joindre dans le mail. Oui, dans le mail, on vous redonnera les URL. Non, ce qu'on va faire, Eric, je propose, moi, c'est qu'on enrichisse le support d'un slide sur lequel on mettra hormis nos coordonnées, s'il y a besoin de nous contacter pour plus d'informations, on rajoutera également les références des outils, y compris les codes sources accessibles sur GitHub. Oui, ainsi que la liste des référentiels ouverts et disponibles. Oui, tout à fait. Disponible gratuitement. Alors, la plateforme qui héberge tous les référentiels, c'est open.datbeam.com, avec des référentiels produits par la filière, comme POBIM. Hein, vous avez pu, dans le cadre de la démonstration qu'a fait Eric, voir l'usage du référentiel POBIM. POBIM, c'est le fruit du travail de 200 experts émanant de collèges, on va dire, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprises et fabricants qui ont travaillé pendant une année sous la tutelle de l'AFNOR à partir de 150 DTU et 7, on va dire, réglementations, 7 domaines réglementaires. Le thermique, l'acoustique, la sécurité incendie, l'environnement, l'accessibilité, et j'en oublie quelques-uns. Et donc, ces tables de discussion entre experts ont permis de produire la description de 300 modèles d'objets génériques à partir d'un dictionnaire de 3200 propriétés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le langage commun pour un cas d'usage visé qui était la spécification. La spécification donc pour élaborer une maquette de type DCE. Mais vous retrouverez également sur open.datbeam.com des référentiels comme PCBIM, qui a été produit également dans le cadre du plan BIM 2022, qui permet de produire des maquettes qui contiennent toutes les informations pour faire des demandes d'autorisation d'urbanisme ou de travaux. Vous avez également ABV Contrôle, qui est le référentiel qui a été produit par le bureau de contrôle Alpes Contrôle dans le cadre du plan BIM 2022. J'évoquais là le projet de démonstration, la construction du Chez Neubou à Saint-Pourçain-sur-Sioule, hein, qui a fait l'objet de cette mise au point de référentiel, donc Alpes Contrôle. Vous avez des référentiels comme ABV, Atelier virtuel, qui permettent de rassembler toutes les données utiles à la construction de logements collectifs, hein, puisque ça a été réalisé, ces travaux également du PTNB, plan de transition numérique bâtiment, sous la tutelle de l'Union sociale de l'habitat. Vous avez des référentiels comme FEDEN. FEDEN, c'est plutôt la maintenance
l'exploitation d'ouvrages de type industriel ou tertiaire. Et puis après, vous avez des catalogues de fabricants, hein, comme le catalogue PBM qui comprend finalement l'ensemble de sa gamme avec PBM dispose de 5000 moules. Pour chacun des moules, vous pouvez produire une infinité de configurations, mais pas toutes les configurations. Et donc, voilà le type d'information que vous pouvez retrouver sur open.dadbin.com et qui est en liaison via API au travers d'applications comme SICO, Revit, toutes les applications qui disposent d'un connecteur Speckle. Il y a 28 applications qui disposent d'un connecteur Speckle et du connecteur OpenDTHX.org qui est également open source. Je rappelle que tous ces travaux sur l'interopérabilité font l'objet d'une norme européenne ES 204-114 et cette année seront développées des bibliothèques dans 6 langages pour que les éditeurs puissent intégrer très facilement l'apprentissage du langage OpenDTHX. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, j'ai l'impression que non. Donc, on transmettra le replay. J'espère que ce webinaire vous aura permis de découvrir des possibilités qui vous sont offertes pour gérer vos processus numériques de manière qualitative. Et bien entendu, on reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Moi, vous souhaitez une belle journée, un bon appétit. Et on vous dit à bientôt pour le prochain webinaire. On l'organisera certainement sur le sujet de l'intégrité de la donnée. On a vu que c'était une question qui a été abordée et qui mérite d'être traitée parce que c'est finalement la responsabilité des acteurs qui est engagée. On a développé pour votre information cette fonctionnalité à la demande du GESI, le groupement des équipementiers de la sécurité incendie, qui d'ailleurs, sur OpenDadBin, vous retrouvez également les modèles d'objets génériques de la sécurité incendie pour faire de la prescription de qualité sur ces sujets. Le GESI voyait un problème à ce que des objets, notamment de fabricants, puissent être modifiés à l'insu des fabricants dans des maquettes. En cas d'incendie, on a bien vu d'ailleurs le rundown que ça fait quand il y a un incendie, ça fait des dégâts humains et l'actualité nous l'a rappelé. Qu'est-ce qui se passe en termes de responsabilité quand il y a une donnée qui est modifiée à l'insu de celui qui en est responsable, si notamment cette donnée, cette fausse information ou cette mauvaise information a pu aboutir à un mauvais dimensionnement et à créer des sinistres type incendie. Quand un bâtiment brûle, derrière il y a des maquettes, s'il y a des maquettes, il y a des enquêtes qui peuvent venir investiguer le contenu de ces maquettes et poser des questions sur le dimensionnement de tel matériau. Est-ce qu'il a été finalement avec la bonne réaction au feu, la bonne résistance au feu, compte tenu de l'usage, compte tenu du contexte réglementaire? Eh bien, tout ça peut être analysé très finement et identifier en fait la part de responsabilité de chacun des contributeurs. Donc, c'est un moyen de produire de la donnée de qualité et qui assure la sécurité juridique, on va dire, des bons professionnels, ceux qui produisent de la bonne donnée. Voilà, vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à très bientôt dans le cadre de nos prochains webinaires. Merci Thierry, merci Eric pour votre contribution et puis vos belles démonstrations.